Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 19 décembre 2018. La Cour de cassation a vidé ce matin son verdict sur le recours en cassation introduit devant elle par le Conseil d'avocats des militaires impliqués dans la tentative de coup d'État de décembre 2015. La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal militaire qui condamne ces personnes qui ont été accusées en 2015 de vouloir fomenter un coup d'État contre la République. Je propose à cet effet de suivre le résumé de la réaction des avocats de ces personnes accusées, ces militaires donc accusés de coup d'État de 2015, dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Le général Salou Suleiman, son fils et le lieutenant Awal Ambali, condamnés entre 10 à 15 ans de prison ferme dans l'affaire du coup d'État de juillet en décembre 2015, il y a donc exactement 3 ans, doivent encore prendre leur mal en patience. La Cour de cassation, saisie par les avocats de condamnés, a rejeté le dossier à la grande déception de la défense. La Cour a déclaré recevable le pourvoi que mes clients Miandou Salou Suleiman et Ousmane Awal Ambali ont formé contre le jugement les ayant condamnés et dans le fond avaient rejeté les pourvois. Sauf qu'il faut relever que par la même décision, la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait également reçu le pourvoi qui a été inscrit contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel qui a rejeté les demandes de mise en liberté provisoire et au fond a décidé de casser cet arrêt. Sauf que, en pareille circonstance, la cassation de cet arrêt de la chambre de contrôle et de l'instruction après condamnation n'a plus d'objet, n'a aucune utilité pour les personnes déjà condamnées. C'est normal quand un avocat exerce une voie de recours contre une décision de justice, même à tort, c'est pour espérer à ce que cette décision de justice soit annulée ou cassée, selon que c'est devant la cour d'appel ou devant la cour de cassation. Donc la déception, elle est tout à fait normale. Dès le début du procès au tribunal militaire, la défense a fait cas d'inconstitutionnalité des textes de justice militaire, spécifiquement les articles 261 et 262 qui ont servi de base dans la poursuite et même dans la condamnation. Nous avons quitté le tribunal militaire, nous sommes venus ici devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous avons également, devant cette même juridiction, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité des mêmes textes et des mêmes articles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans la décision qui vient d'être dite par cette même chambre criminelle, il n'a pas été fait cas de cette exception qui a été soulevée, si bien que c'est cette même exception qu'on avait soulevée devant le tribunal militaire qui a pu servir de grief fondamental que nous reprochions à la décision de condamnation. Donc c'est curieux de savoir, de lire dans la décision aujourd'hui de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'elle n'a pas fait cas de cette exception, alors même que cette exception, dès lors qu'elle est soulevée devant toute autre juridiction, elle est de nature à priver cette juridiction de statut au fond. Donc elle doit normalement surseoir à statuer et puis renvoyer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, juge naturel, puisse vider sa saisine pour nous dire si oui ou non le grief d'inconstitutionnalité que nous soulevions est bien ou non fondé. Mais cette décision n'en a pas fait cas. Tout semble dire qu'elle a passé outre, de même que le tribunal militaire en a passé outre. Dans cette affaire du coup d'État de juillet de décembre 2015, 12 personnes ont été arrêtées et jugées, parmi lesquelles 9 ont été condamnées et 3 libérées par le tribunal militaire. Ainsi, après la Cour de cassation, la défense, avec l'aval des condamnés, pourrait saisir la Cour de la CEDEAO. Cette piste sera-t-elle explorée? Les jours à venir nous édifieront. Hier, 18 décembre, c'était l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger, la 60e édition. Les festivités commémoratives de cet anniversaire, vous le savez déjà, se sont déroulées à Zender et le point d'orgue était donc le défilé civil et militaire
auquel donc assistait le chef de l'État Issoufou Mahamadou avec trois plutôt de ses homologues, le Togolais Faure Gnassingbé Adema, le Nigérian Muhammadu Buhari et l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang Nguema. Résumé de cette cérémonie du défilé civil et militaire de la 60e édition de la fête de la République du Niger avec nos envoyés spéciaux à Zender, Adam Soumana et Chebou Guisso. L'ambiance était festive à Damagara ce 18 décembre 2018 avec la commémoration du 60e anniversaire de la République du Niger. Un anniversaire dénommé Zender Saboua qui est honoré par la présence massive des chefs coutumiers du Niger et du Nigeria. 3 chefs d'État africains dont celui du Nigeria, de la Guinée-Bissau et celui du Togo sont venus partager ce moment fort en compagnie de leurs homologues nigériens. On note également la présence de plusieurs officiels ainsi qu'une foule immense des Damagarawa. La cérémonie proprement dite débute avec la décoration de 9 concitoyens pour service rendu à la nation. Une des récipiendaires ne cache d'ailleurs pas son émotion en marge de cette distinction. Pour moi, en fait, cette médaille, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité d'autant plus que quand vous êtes honoré, on attend beaucoup plus de vous. Et donc faire beaucoup plus, donner beaucoup plus de vous que vous avez l'habitude de le faire, ça veut dire que c'est une responsabilité. Il faut travailler davantage d'arrache-pied pour pouvoir satisfaire les gens et aussi pour faire honneur aux gens qui vous ont honoré. Donc c'est dans ce sens que je le vois comme on le dit, c'est un couteau à double tranchant. Mais c'est un honneur, surtout pour moi, c'est une médaille en fait dédiée à la jeunesse nigérienne. Puis vint le moment tant attendu que le défilé au cours duquel l'honneur est revenu aux éléments des forces de défense et de sécurité d'ouvrir le bal à travers des parades qui ont émerveillé l'assistance, suivi du défilé de véhicules et autres engins de guerre de différentes unités de l'armée et des autres forces paramilitaires. Ensuite, se fit le tour du défilé civil à la satisfaction du public zendérois. Cette fête, moi, je suis très très contente puisque c'est une grande retrouvaille. Ça s'est très bien passé. Il y a eu les défilés militaires puis les défilés civils. C'est une grande rencontre et c'est une joie pour nous toutes les Nigériennes et tous les Zendérois en particulier, puisque c'est chez nous qu'on a organisé cette fête. Une très très belle impression. J'étais d'ailleurs très surpris de voir l'unité nationale. Ça, c'est vraiment un exemple typique à copier par tous les pays africains. En tout cas, je suis très très ravi et je suis très très fier aujourd'hui d'être ici à Zender. En tout cas, si j'ai un appel à faire au peuple nigérien, c'est de tout faire pour préserver la paix et l'unité nationale telle que j'ai vu aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. L'unité nationale, c'est très très important pour le développement. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut tout faire pour préserver la paix et l'unité. C'est pour moi une grande joie parce que ceux qui ont défilé, vous le savez, ce sont des jeunes et c'est important de voir combien à travers la fête tournante les fils et les filles du pays s'unissent davantage. Je pense que c'est un signal très fort et le leadership du chef de l'État aussi est à féliciter parce que depuis 2 ans maintenant, à chaque fois qu'il y a la commémoration de la fête de la République, d'autres pays s'associent au Niger pour célébrer. Ça, c'est un signal fort. Et je pense que la jeunesse est en train d'apprendre aussi. La jeunesse est en train d'apprendre des messages forts que le chef de l'État est en train de porter. Maintenant, quitte à nous et à la jeunesse de la région de Zender de s'approprier en tout cas de toutes ces infrastructures-là qui ont été mises à leur disposition et de se dire dans 10 ans, waouh, le président Issoufou a fait quelque chose et c'est visible. Chapeau pour le comité d'organisation de Zender Saboua qui vient ainsi de gagner son pari de faire de cet anniversaire mémorable. Le prix 2018 des droits de l'homme de la République française décerné le 10 décembre dernier à Paris au coordinateur de la campagne Tournant la page Niger, Michael Zodi, a été officiellement présenté cet après-midi aux autres structures membres de cette campagne ici au Niger, c'est-à-dire les organisations de la société civile. C'était au siège du Rotab. Retour sur cet événement avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdullah Razak Hamidou. C'est un prix qui résonne comme une grande victoire pour toute la famille de la société civile nigérienne. Et ils étaient venus nombreux, ces acteurs de la société civile, témoigner leur joie d'appartenir à cette grande famille. Et ce n'est pas n'importe quel prix, il s'agit du prix des droits de l'homme de la République française, édition 2018. Une distinction reçue à Paris, en France, le 10 décembre dernier par la coalition Tournons la page Niger.
c'est pour moi un grand jour de vous présenter ici le symbole vivant de la défense acharnée des droits de l'homme. Comme vous le savez, la coalition Tournons la page Niger a été honorée à Paris, en France, le 10 décembre dernier, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour rappel, la campagne internationale Tournons la page, lancée en octobre 2014, est un mouvement international qui prône l'alternance démocratique et la bonne gouvernance en Afrique. Animée d'un esprit non partisan, elle mène et relaie des actions pacifiques pour la promotion de la démocratie grâce à plus de 200 mouvements citoyens et associations soutenus par des organisations européennes. En Afrique, elle est active dans 8 pays, dont le nôtre. Le 10 décembre 2018, le prix des droits de l'homme de la République française, édition 2018 plutôt, nous a été attribué par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est là, en reconnaissance des efforts immenses de notre mouvement en matière de défense et de promotion des droits humains. Au nom de la société civile nigérienne, démocratique, libre et indépendante, nous exprimons notre gratitude à l'ensemble du peuple nigérien qui a toujours su répondre massivement à nos appels lors des journées d'action citoyenne. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise de ce prix au chef de file de la société civile par le coordinateur de Tournons la page. En recevant ce prix, nous ne pouvons que rappeler à tous, individuellement et collectivement, chacun de nous doit considérer qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a aucune hésitation. Il ne doit en rien hésiter et encore moins ménager un quelconque effort qui mérite d'être consenti pour imposer, je dis bien imposer, la volonté du peuple nigérien. Une belle cérémonie de présentation qui par la suite a pris des allures de fête. Un prix dédié à toute la société civile et au-delà, le Niger tout entier. Les acteurs du secteur de l'éducation continuent de réagir à la décision du ministre des Enseignements primaires de fermer un certain nombre d'établissements scolaires pour défaut de décision d'autorisation et ou de création d'établissements scolaires. Le résumé des dernières réactions dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Arrêt de toute activité des établissements scolaires qui n'ont aucune base juridique, c'est la décision du ministre de l'Enseignement primaire, Daouda Marté, lors de sa sortie médiatique le samedi dernier. Cette volonté d'assainir le système éducatif est appréciée par les structures qui œuvrent pour la qualité. C'est bien d'assainir, je dis bien, le secteur éducatif, parce qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent dans l'anarchie. Et quand je dis dans l'anarchie, c'est-à-dire dans l'irrégularité. Et ce n'est pas normal. Parce que quand il faut fonctionner dans l'irrégularité, moi je pense que l'État aussi a une part de responsabilité là-dessus. Et quelquefois, ces écoles-là qui fonctionnent dans l'irrégularité-là, ce sont des écoles qui sont de connivence, le plus souvent avec même ceux qui sont au ministère de tutelle. Parce que imaginez une école qui voit le jour, qui n'a pas d'autorisation d'ouverture ou de création et qui fonctionne normalement, ça veut dire quoi? Quelque part qu'il y a une mainmise de ces gens-là pour que ces écoles-là fonctionnent de façon anarchique. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête cela à un moment donné. Moi, je pense qu'en tant que co-ONG, en tant qu'organisme, notre devoir, c'est de veiller à ce qu'il y ait une formation de qualité dispensée à ces élèves-là. C'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sur le bon chemin. Néanmoins, Aboubakar Hassan déplore que cette décision a été prise au mauvais moment. L'État a pris une décision en pleine année. En fait, pas en pleine année. Sinon, nous sommes en train de rentrer dans le deuxième, troisième mois de l'année en cours. Alors, ce qui fait que pratiquement, quand vous prenez une décision dans ce genre de moment, moi je pense que vous créez aussi une situation entre les élèves et même les écoles dans lesquelles, en tout cas, ces élèves-là sont inscrits. Parce qu'on décide de fermer une école, c'est qui est sûr, on crée des problèmes entre les élèves et l'école. Et ça aussi, c'est pas normal. Moi, je pense que le moment propice serait peut-être pendant les vacances, pendant qu'il n'a pas, en fait, que la rentrée n'est pas encore effective.
En ce moment, on peut prendre une décision de fermer les écoles, il n'y a pas de problème pour cela. Mais dans ce genre de situation où on ferme les écoles, presque à 2 mois de cours, alors en ce moment, quel serait le sort des enfants qui sont inscrits dans ces écoles-là? Quel serait le sort des parents qui ont injecté de l'argent pour inscrire leurs enfants dans ces écoles-là? Si les écoles ont ouvert leurs portes sans fondement juridique, c'est qu'ils ont des complices tapis dans l'ombre au ministère. De ce fait, le ministre doit aussi effectuer un assainissement à ce niveau. Parents d'élèves, avant d'inscrire vos enfants dans les écoles, en dehors de vos enquêtes sur la qualité d'enseignement, assurez-vous aussi que ces écoles sont en règle vis-à-vis de la loi. Comprendre l'importance de la vaccination pour mieux informer et sensibiliser là-dessus, c'est l'objectif du ROASEN. Le ROASEN, c'est le réseau des organisations et associations du secteur de la santé du Niger. À cet effet, il forme depuis ce matin un certain nombre d'animateurs des radios communautaires de notre pays. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec nos reporters Alid Bourema et Nafissatou Yahaya. Informer et sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination, c'est l'objectif visé à travers cet atelier de formation à l'endroit des animateurs des radios communautaires. Il est organisé par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger ROASEN, appuyé par Gavi Alliance. C'est une expérience que nous avons testée en 2017. Nous avons utilisé un certain nombre de radios, je pense que je vois le SAI, et par rapport à même à l'audit social. Cette fois-ci, nous voulons faire, pas des contrats, mais des petites ententes pour utiliser les plages de santé dans vos radios pour pouvoir informer, sensibiliser les gens sur l'importance de la vaccination. Donc, dans ces soucis, après cette formation de 2 jours, moi j'ai bien aimé, dans le cadre de cette activité, j'ai dit à l'équipe technique que nous devons nous retrouver avec peut-être vos responsables ou vos animateurs pour voir comment nous pouvons vous aider à utiliser déjà la plage de santé que vous utilisez dans le cadre de la promotion de la santé. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, vous voyez que notre président a été champion de la vaccination Dubaï tout dernièrement. Nous, au niveau du ROASEN, nous avons eu un trophée à Nairobi. Donc tout ça là prouve que le Niger, quelque chose est en train d'être fait. Mais ce n'est pas parce que nous avons des succès qu'on doit croiser les bras. On doit redoubler de efforts et nous avons pensé que vous, les radios, en tout cas communautaires, vous jouez un rôle important dans le cadre de la vaccination. Le chargé de suivi-évaluation du ROASEN est revenu sur la nécessité de promouvoir la vaccination à travers ses acteurs. Nous avons constaté qu'au niveau de nos zones rurales, il y a un grand nombre d'enfants qui ne sont pas touchés par la vaccination. Donc nous avons pensé que si on fait cette formation à l'endroit des radios communautaires, et un grand nombre de publics sera touché et nous allons escompter les résultats par rapport à l'information et la sensibilisation sur la vaccination. Par ces actions, le ROASEN entend faire de la vaccination son cheval de bataille dans la lutte contre les maladies au Niger. Gouvernance politique, socio-économique et sécuritaire au Niger, du mythe à la réalité, c'est le thème d'une conférence publique organisée samedi dernier à Filengue par le ROTAB. Le ROTAB, c'est le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. La conférence a été organisée dans le cadre des activités régulières de ce réseau. Le résumé de cette conférence publique avec nos envoyés spéciaux à Filengue, Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Gouvernance politique, socio-économique et sécuritaire au Niger, du mythe à la réalité. C'est ce thème qui sera décortiqué à cette conférence publique par le professeur Issifou Yahaya, qui explique ici tout l'intérêt de ce thème au vu de la situation actuelle du pays. Du mythe à la réalité, c'est que le mythe met en avant ces récits merveilleux, ces récits légendaires avec des hommes ou des demi-dieux. Ça, c'était le programme. La réalité, c'est ce que les Nigériens vivent et dans leur écrasante majorité, les gens n'apprécient pas la manière dont le pays est dirigé, quasiment par un groupuscule, avec en parallèle la floraison d'une
économie parallèle, avec une corruption endémique, avec un enrichissement sans commune mesure avec ce qu'on a connu. Alors la réalité, elle est crue, mais l'école par exemple, elle est par terre. C'est une réalité, personne ne peut le nier. Les investissements au profit des Nigériens, alors ils sont réduits comme peau de chagrin. On parle beaucoup, mais ce qui a été fait, c'est beaucoup plus à l'usage d'une seule personne. On a réalisé un avion présidentiel, par exemple. Combien ça a coûté? À quel Nigérien ça profite en dehors du président de la République? Un hangar de 7 milliards. Des choses vraiment qui frisent tout bon sens. Ça, il faut les dénoncer. Le comportement un peu royal, sinon aujourd'hui monarchique, dans lequel les Nigériens vivent, où il y a pratiquement une promotion beaucoup plus familiale, une promotion beaucoup plus de coterie que la promotion par le mérite, par le talent, par la connaissance, par le savoir. Initié par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab, pour qui le choix du Filengue n'est pas fortuit. Nous avons choisi Filengue pour de multiples raisons. Entre autres raisons, vous savez que c'est là que notre coordinateur a été injustement incarcéré pendant 4 mois dans les conditions que vous avez connues de ces détentions. Et toute cette situation n'a pas laissé les populations ou les citoyens donc du département de Filengue indifférents. Ils se sont mobilisés, ils ont apporté tous les soutiens requis donc à notre responsable. Donc quoi de plus normal que de venir remercier cette population ou ce peuple-là qui a bien voulu, pendant que nous avons besoin d'être soutenus, de nous soutenir. La deuxième raison, c'est que Filengue fait partie de la région de Tillabéri, et la région de Tillabéri est l'une des 3 régions donc menacées par l'insécurité. Donc choisir Filengue, qui est l'un des 4 départements de la région de Tillabéri où l'état d'urgence n'est pas installé, c'est aussi contribuer à prévenir donc la situation de conflit dans cette localité. Aux participants d'apprécier à juste titre le thème développé à cette conférence qui a drainé un nombre important de participants qui ont soif de faire la part des choses dans la gouvernance du régime actuel. La conférence régionale du parti MPN Kishinkasa, le mouvement patriotique nigérien de la région de Tillabéri, s'est tenue le 15 décembre dernier. Le président national de la formation politique, Ibrahim Yakoubou, y a pris part, nous dit notre reporter Harrieta Salah. Ibrahim Yakouba, président du parti MPN Kishinkasa et sa délégation poursuivent leur tournée en profondeur du Niger pour assister aux conférences régionales du parti dans les régions. En effet, comme dans les autres régions, à Tillabéri également, les militants, sympathisantes et sympathisants du MPN Kishinkasa de cette région ont réservé un accueil de grand jour à Ibrahim Yakouba et sa délégation. Cette mobilisation exceptionnelle et inédite est le fruit du dynamisme de tous les membres du comité d'implantation du parti qui compte hisser le MPN Kishinkasa parmi les grandes formations politiques dans la région du fleuve. Sur la majeure partie effectivement des communes de notre région, près de 35 communes ont eu à mettre en place leur bureau. À l'issue de notre convention régionale tenue hier vendredi 14 décembre 2018, ici même à Tillabéri, 4 bureaux qui vous ont été présentés ont été mis en place dans un consensus on ne peut plus transparent. Le bureau de la coordination régionale, le bureau des jeunes et le bureau des femmes, ainsi que le bureau des étoiles. Nous voulons absolument que le président Ibrahim Yakouba, qui Inch'Allah sera porté les élections prochaines à la tête du parti, il faut absolument que la région de Tillabéri soit la 2e et la 3e région en termes d'apport des voix. Nous prenons cet engagement solennel. C'est pourquoi je considère que ce combat doit être un combat des patriotes. Ibrahim Yakouba est très ému de cette grande mobilisation qui traduit l'engagement des militants du MPN Kishinkasa dans la région de Tillabéri. Il a également saisi cette occasion pour souligner quelques préoccupations dans cette région du fleuve et a appelé le gouvernement à se ressaisir pour trouver des solutions aux maux qui minent cette partie du Niger.
Tillabéri a les mêmes problèmes que toutes les autres régions du Niger. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'accès à l'eau. C'est la pauvreté qui s'est approfondie et les inégalités se sont aggravées. Mais il y a un problème qui est commun à Tillabéri et à Agadez ou à Difa, c'est l'insécurité. Je voudrais ici dire la solidarité du MPN Kishinkasa avec toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans les régions difficiles où l'insécurité est en train de s'installer. Mais je voudrais dire que assurer la sécurité à chacune et à chacun des Nigériens, dans n'importe quelle partie du territoire, est un devoir minimum pour tout gouvernement qui se veut sérieux. Ce gouvernement-là nous inquiète énormément parce que l'insécurité est en train de s'installer partout. Donc je voudrais appeler le gouvernement à se ressaisir. Il n'a pas une autre obligation prioritaire que celle-là. Les Nigériens doivent se sentir partout en sécurité et il est temps qu'ils s'assument. Parce qu'en démocratie, lorsqu'un gouvernement ne peut pas s'assumer, il se démet et il laisse aux hommes et aux femmes plus braves pour assumer cette charge. Cette conférence régionale de Tillabéri s'est tenue après celle de Difa, Zander, Agadez et Maradi. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.